Ma femme a tout pris et s'est enfuie à Dubaï avec son amant. Son texto disait « Bonne chance, pauvre type ». Mais elle ne savait pas. Tout cela faisait partie de mon plan. Le message est arrivé à 6h12 du matin, heure de Bordeaux. J'étais debout, pieds nus dans ma cuisine, attendant que la machine à café finisse son gargouillis lent et irrité. La maison était silencieuse de cette étrange manière dont elle l'était depuis le départ d'Émilie, comme un endroit qui n'avait pas encore tout à fait réalisé que quelqu'un était parti. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et c'était là. Une photo d'abord. Une lumière du soleil éclatante, de l'eau bleue, une piscine à débordement sur un toit quelque part à Dubaï. Émilie se tenait au bord, vêtue d'une robe blanche que je lui avais achetée il y a 3 anniversaires. Une main reposait sur le bras d'un homme portant des lunettes de soleil et une chemise en lin. Lucas. Sa légende était courte, enfin libre. Puis le message texte est arrivé quelques secondes plus tard. Bonne chance, pauvre type. Pendant un long moment, je suis resté là à fixer les mots. La machine à café s'est éteinte derrière moi. Dehors, le soleil matinal de la Gironde commençait à ramper le long de la clôture du jardin. 6h12 du matin à Bordeaux, ce qui signifiait qu'il était un peu plus de 9h à Dubaï. Émilie était probablement en train de siroter une coupe de champagne quelque part, riant, célébrant. Je l'imaginais lisant le fil de mes messages, attendant une réponse qui ne viendrait jamais. Peut-être s'attendait-elle à de la colère. Peut-être s'attendait-elle à des supplications. Peut-être s'attendait-elle à ce que je lui dise qu'elle avait commis une erreur. Au lieu de cela, j'ai fait autre chose. J'ai souri. Pas parce que le message ne faisait pas mal. Il faisait mal, plus que je ne l'espérais. Mais parce qu'Émilie Chartier n'avait aucune idée que l'homme qu'elle venait de traiter de « pauvre type » planifiait ce moment depuis des mois 18 ans. C'est la durée de notre mariage. Et pendant la plupart de ces années, Émilie et moi avons eu ce que les gens aiment appeler une bonne vie. Pas accent grave-l'œil, pas parfaite pour Instagram, juste stable. Nous avions acheté notre maison à Bordeaux en 2009, quand les prix étaient encore raisonnables et que le quartier sentait encore le pain frais après un orage. Émilie travaillait dans le marketing. Je dirigeais une petite mais stable entreprise de conseil aidant les entreprises régionales à restructurer leurs dettes et à gérer leurs investissements. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Des vacances 2 fois par an, un dîner au restaurant le vendredi, un livret à qui grossissait un peu plus chaque année. C'était le genre de vie que la plupart des gens appelleraient une réussite. Mais quelque part en chemin, quelque chose a changé. Avec le recul maintenant, je peux voir les premières fissures. À l'époque, je les ignorais. Le premier véritable changement s'est produit il y a environ 3 ans. Émilie a commencé à parler d'argent différemment. Non pas pour l'économiser, mais pour en avoir plus. J'ai l'impression que nous sommes coincés, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur la terrasse après le dîner. L'air doux du sud-ouest portait l'odeur de grillade venant de quelque part dans la rue. Coincé ? Comment, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Tout le monde avance. Des maisons plus grandes, des investissements, des voyages. J'ai regardé autour de notre jardin, les guirlandes lumineuses suspendues au-dessus de la terrasse, le chêne que nous avions planté lors de notre emménagement. Je pensais que nous nous en sortions bien, ai-je dit. Émilie a eu un petit sourire. C'est le cas, a-t-elle répondu. Mais le bien n'est pas excitant. À l'époque, j'en ai ri. Je me suis dit que c'était juste un de ces moments d'agitation de la quarantaine que les gens traversent. Mais au cours de l'année suivante, la conversation est revenue encore et encore et encore. Puis Lucas est entré en scène. Émilie l'a rencontré lors d'un événement de réseautage financier au centre-ville. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Il s'appelle Lucas, a-t-elle dit nonchalamment un soir en faisant défiler son téléphone. Lucas comment, ai-je demandé. Garnier, je crois. Elle m'a montré son profil sur LinkedIn. Selon la page, il était un stratège financier spécialisé dans les investissements internationaux à forte croissance, ce qui est une façon très impressionnante de ne dire presque rien, mais il avait l'air de jouer le rôle. Costume coûteux, sourire parfait, photos de lieux comme Monaco et Singapour. Émilie semblait fascinée. Il est vraiment intelligent, a-t-elle dit. À propos de quoi? À propos des opportunités. J'ai hoché la tête lentement parce que dans mon domaine,
j'avais appris quelque chose d'important, plus quelqu'un parle d'opportunité, moins il est susceptible de parler de risque. La première fois que j'ai rencontré Lucas, c'était lors d'un gala de charité 6 mois plus tard. Émilie a insisté pour que je vienne. Il amène des investisseurs, a-t-elle dit. Tu devrais les rencontrer. L'événement se tenait dans la salle de réception d'un hôtel du centre-ville rempli de gens portant des costumes qui coûtaient plus cher que ma voiture. Lucas nous a repérés immédiatement. David, a-t-il dit chaleureusement, en me serrant la main comme si nous étions de vieux amis. Sa poigne était confiante. Son sourire exercé. J'ai tellement entendu parler de vous. J'espère rien de trop embarrassant, ai-je répondu. Émilie a ri. Lucas a commandé des boissons pour la table sans demander. Du champagne coûteux. Puis il s'est adossé à sa chaise et a commencé à parler de marché, de fonds cryptographiques, de propriété internationale, de réseaux d'investissement privés, le genre de langage conçu pour donner aux gens ordinaires l'impression qu'il manque quelque chose. Émilie écoutait comme une étudiante dans un cours magistral. Ses yeux ne le quittaient jamais. À un moment donné, Lucas s'est tourné vers moi. Vous êtes dans le conseil, n'est-ce pas? C'est exact. De quel genre? Restructuration financière. Son sourire s'est légèrement crispé. Ah, a-t-il dit. Cela doit vous rendre prudent. J'ai souri en retour. La prudence maintient les gens solvables. Lucas a levé son verre. Au risque, a-t-il dit. Émilie a choqué son verre contre le sien. À l'opportunité. C'est à ce moment-là, je pense, que je l'ai ressenti pour la première fois. Pas de la colère, pas de la jalousie, juste un sentiment tranquille que quelque chose dans ma vie avait changé de direction, comme un train changeant de voie quelque part loin devant. 6 mois plus tard, Émilie m'a dit qu'elle voulait divorcer. Elle l'a fait calmement, presque gentiment. Nous étions assis à la table de la cuisine. Je pense que nous nous sommes éloignés, a-t-elle dit. C'est toujours la phrase que les gens utilisent quand ils ne veulent pas dire la vraie raison. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas posé de questions sur Lucas. J'ai juste hoché la tête. D'accord, ai-je dit, et cela a semblé la surprendre. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de paperasse et de conversations calmes. Puis vint le jour où elle a posé des questions sur le compte joint. Il y a environ 750 000 € là-dedans, a-t-elle dit prudemment. C'est la majeure partie de nos économies liquides. J'ai hoché la tête. Je sais. Nous devrons le diviser. Bien sûr. Émilie a étudié mon visage comme si elle essayait de résoudre un puzzle. Tu es très calme à propos de tout ça. J'ai haussé les épaules. Se battre n'aidera pas. Elle a souri faiblement. J'apprécie cela. Mais la vérité était que le calme ne signifiait pas l'ignorance. Parce qu'au moment où Émilie a posé des questions sur l'argent, j'avais déjà commencé à passer quelques coups de téléphone. L'un d'eux était à un homme nommé le capitaine Michel Rive, et un autre était à un détective privé nommé Victor Salva. Émilie pensait qu'elle partait avec tout. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'un piège qu'elle ne pouvait pas voir. Et maintenant, à des milliers de kilomètres de là, à Dubaï, elle venait de marcher droit dedans. La première fois que j'ai engagé un détective privé, ma main a réellement hésité au-dessus du téléphone. Il était tard, presque minuit, et la maison semblait inhabituellement grande sans Émilie s'y déplaçant. Le réfrigérateur bourdonnait doucement. Quelque part dehors, un chien a aboyé une fois puis s'est tu. J'avais le numéro de Victor Salva écrit sur un bloc-notes jaune devant moi. Un ancien client me l'avait recommandé des années plus tôt. Le meilleur enquêteur de la région, avait dit l'homme. Ancien de la brigade financière. Il ne rate pas grand-chose. Pourtant, composer ce numéro donnait l'impression de franchir une ligne invisible. Parce qu'une fois que vous commencez à chercher la vérité dans votre propre mariage, vous trouverez généralement quelque chose que vous auriez préféré ne pas trouver. J'ai quand même décroché le téléphone. Victor a répondu à la 3e sonnerie. Victor Salva. Sa voix était calme, posée, la voix de quelqu'un qui avait entendu 1000 histoires inconfortables. Je m'appelle David Chartier, ai-je dit. Je pense que ma femme pourrait être impliquée avec quelqu'un. Il y a eu une courte pause. Voulez-vous des preuves, a demandé Victor, ou la tranquillité d'esprit?
J'ai eu un petit rire. Je ne suis pas sûr que ce soit des choses différentes. Une autre pause. Parfois, elles le sont, a-t-il dit. Victor a commencé la surveillance 3 jours plus tard. Au début, je me suis dit que je réagissais de manière excessive. Émilie avait toujours été amicale, sociale. Son travail dans le marketing signifiait qu'elle assistait constamment à des événements de réseautage. Il y avait des réunions tardives, des after-work, des voyages de conférences. Mais quelque chose à propos de Lucas m'avait toujours dérangé. Pas de manière évidente. Il n'était pas agressif. Il n'était pas arrogant. Au contraire, il était trop poli, trop prudent. Les gens comme ça me mettent toujours mal à l'aise. Le premier rapport envoyé par Victor est arrivé 4 jours plus tard. Juste un court email. Objet, observation numéro 1. 3 photos étaient jointes. Émilie quittant un restaurant au centre-ville. Lucas debout à côté d'elle, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos. Rien de dramatique, rien d'illégal, mais assez intime pour rendre la signification claire. J'ai fixé les photos pendant un long moment. Ma poitrine était serrée. 18 ans ensemble. Et au moment où vous réalisez que quelqu'un a outrepassé cette promesse, cela n'explose pas comme les gens s'y attendent. Cela coule lentement, comme une pierre tombée dans une eau profonde. Le message de Victor incluait une courte note, le dîner a duré 2 heures. Ils sont partis ensemble à 21h42. Aucun contact supplémentaire observé par la suite. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis tranquillement dans la cuisine sombre. Une partie de moi voulait confronter Émilie sur le champ, jeter les photos sur la table, exiger une explication. Mais une autre partie de moi, la partie qui a passé 20 ans à analyser le risque financier, m'a dit d'attendre. Parce que quelque chose à propos de Lucas ne collait toujours pas. 2 semaines plus tard, Victor m'a appelé directement. David, a-t-il dit, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Cette phrase signifie rarement de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. L'ami de votre femme, Lucas. Il est prudent. Prudent comment? Assez prudent pour que son historique en ligne ne corresponde pas à son profil professionnel. Cela a attiré mon attention. Expliquez. Victor a pris une lente respiration. L'homme prétend diriger des conseils en investissement international depuis près d'une décennie. C'est ce qu'Émilie m'a dit. Mais il y a des lacunes, a dit Victor. De grandes lacunes. Quel genre de lacunes? Des dossiers d'emploi manquants. Plusieurs enregistrements d'entreprises qui apparaissent et disparaissent en un an. Ce n'était pas inhabituel en soi. Les startups échouent tout le temps. Mais Victor a continué à parler. Et il y a autre chose. Quoi? 2 pseudonymes. La pièce est soudainement devenue plus froide. Des pseudonymes, ai-je répété. Des noms différents attachés à des opérations de conseil similaires. Est-ce illégal? Pas en soi. Mais, a fait une pause Victor, c'est souvent utilisé par des gens qui ne veulent pas que leurs entreprises précédentes soient connectées. Je me suis adossé à la chaise. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Je vous dis que j'aimerais creuser plus profondément. 3 semaines plus tard, Victor a envoyé un autre rapport. Celui-ci était plus épais et beaucoup plus troublant. Lucas Garnier, s'est-il avéré, était apparu dans plusieurs cercles financiers à travers le pays au cours de la dernière décennie, Paris, Lyon, Cannes. Chaque fois, le schéma était similaire. Il entrait dans un réseau d'investisseurs, promettait l'accès à des opportunités internationales exclusives, collectait d'importants transferts de capitaux, puis disparaissait tranquillement. Dans la plupart des cas, les victimes ne le signalaient jamais parce que les investisseurs riches n'aiment pas admettre qu'ils ont été dupés. Mais un cas avait fait l'objet d'une brève enquête à Paris. C'est là que Victor a trouvé le nom, Daniel Lucas Garnier. Pas Lucas Garnier. Daniel Garnier. Le deuxième prénom avait simplement été promu au rang de prénom. Un petit changement, mais très utile. Je me souviens avoir fixé le rapport de Victor assis à mon bureau. De l'autre côté de la fenêtre, la circulation rampait lentement dans la chaleur de fin d'après-midi. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, de réalisation. Parce que si Victor avait raison, Lucas n'avait pas seulement une liaison avec ma femme. Il montait une arnaque.
Et Émilie pourrait être sa prochaine victime ou, pire, sa partenaire. Ce soir-là, Émilie est rentrée tard. Elle avait l'air fatiguée mais joyeuse, fredonnant doucement en posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. « Tu es encore réveillée ?» a-t-elle dit. « J'avais du travail à finir. » Elle a ouvert le réfrigérateur et s'est versé un verre de vin. « Lucas avait un autre dîner d'investisseurs ce soir ?» a-t-elle dit nonchalamment. Ça a l'air excitant. Ça l'est, en fait. Elle s'est assise en face de moi. Tu devrais venir la prochaine fois. Ces gens sont des acteurs sérieux. J'ai étudié son visage attentivement. Est-ce que tu investis avec lui? Émilie a souri. Peut-être. Combien? Détends-toi. Elle a ri. Rien de fou. Mais la façon dont elle évitait mes yeux me disait quelque chose d'important. Elle était déjà plus profondément engagée dans le monde de Lucas qu'elle ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Vers 2 heures du matin, je suis sorti dans le garage et j'ai ouvert le petit réfrigérateur près de mon établi. Il est resté quelques bières d'un barbecue des semaines plus tôt. J'en ai pris une et je me suis assis sur un vieux tabouret en bois. Le garage sentait légèrement l'huile de moteur et le pain. Mon esprit ne cessait de repasser le rapport de Victor. Pseudonyme, entreprise disparaissant, enquête pour fraude. Et Émilie. Était-elle manipulée ou avait-elle sciemment mis les pieds dans quelque chose de dangereux? Le plus dur était que je ne savais pas quelle réponse ferait le plus mal. Le lendemain matin, j'ai rappelé Victor. Je veux tout, lui ai-je dit. Tout. Historique financier, dossier d'entreprise, tout cas juridique lié à cet homme. Cela pourrait prendre du temps. C'est bon. Et de l'argent. Je peux me le permettre. Victor a hésité. David, si cela se termine comme je pense que cela pourrait, vous devez vous préparer. À quoi? À la possibilité que votre femme perde bien plus que son mariage. J'ai regardé la rue calme par la fenêtre de mon bureau. Le bus passait lentement, des enfants riant à l'intérieur. La vie normale continuait. Je me prépare déjà, ai-je dit doucement. Parce qu'à ce stade, la vérité avait commencé à se former dans mon esprit. Et une fois que vous voyez la forme d'un piège, vous commencez à comprendre exactement comment il peut être utilisé. La première fois que le capitaine Michel Rive et moi avons parlé, il ressemblait à un homme qui avait déjà entendu toutes les versions de mon histoire. Pas impatient, juste pas surpris. Victor avait fait les présentations. Apparemment, les deux avaient travaillé ensemble des années auparavant sur une affaire de fraude financière impliquant un faux fonds d'investissement à Toulouse. David Chartier, a dit Rive quand il a répondu. C'est exact. J'ai lu le résumé que Victor a envoyé. Il y a eu un bruit de froissement silencieux, probablement des papiers bougeant sur son bureau. Et si la moitié de ceci est exact, a dit Rive calmement, l'homme que vous décrivez opère depuis longtemps. Son nom est Daniel Garnier. Oui, a répondu Rive. Je connais ce nom. Ma poigne s'est légèrement resserrée autour du téléphone. Vous avez enquêté sur lui auparavant? Pas directement, mais il est apparu sur le radar dans quelques plaintes pour fraude régionale. Alors, pourquoi n'est-il pas en prison? Rive a eu un petit rire sec. Parce que les gens comme Garnier laissent rarement des preuves propres derrière eux. Je me suis adossé à ma chaise. Il monte une arnaque contre ma femme. C'est possible. Non, ai-je dit doucement. C'est en train d'arriver. Rive a fait une pause. Dites-moi pourquoi vous êtes si certain. J'ai tout expliqué. Les dîners financiers, la fascination grandissante d'Émilie pour Lucas, les rapports de surveillance de Victor, et la façon soudaine dont elle avait commencé à poser des questions sur le compte d'épargne conjoint. Quand j'ai fini, Rive n'a pas répondu immédiatement. Finalement, il a dit, de combien d'argent parlons-nous? Environ 750 000 euros. Une autre pause. C'est un transfert important. C'est pourquoi j'appelle. Rive a soupiré. Voici le problème, monsieur Chartier. Les affaires de fraude nécessitent la preuve de l'intention. Si votre femme lui donne volontairement de l'argent, croyant que c'est un investissement légitime, cela devient beaucoup plus difficile à poursuivre. Donc, vous dites que rien ne peut être fait? Je dis que nous avons besoin de preuves. J'ai regardé le carnet sur mon bureau. Quel genre de preuves?
Des transferts financiers liés à un réseau frauduleux, des mouvements de fonds offshore, des victimes prêtes à témoigner. Et si cela arrive? La voix de Rive est devenue plus concentrée. Alors nous pouvons commencer à monter un vrai dossier. Cette conversation a duré près d'1 heure. Au moment où nous avons fini, quelque chose d'inattendu s'était produit. La colère que je portais depuis des semaines s'était transformée en autre chose, de la stratégie. Parce que si Lucas Garnier était vraiment un escroc, alors tôt ou tard, il essaierait de déplacer une grosse somme d'argent. Et quand il le ferait, Rive voulait le savoir. Au cours des 2 mois suivants, Victor a continué à surveiller. Émilie et Lucas se sont rapprochés. Le dîner est devenu des week-ends. Les week-ends sont devenus de courts voyages. J'ai arrêté de la confronter à propos des nuits tardives. J'ai arrêté de poser des questions. Au lieu de cela, je me suis concentré sur autre chose, la préparation. Un soir, Émilie est rentrée inhabituellement excitée. Elle a jeté son sac à main sur le canapé et a retiré ses talons. « Tu ne vas pas croire ça », a-t-elle dit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lucas a accès à un fonds d'investissement privé en Europe. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement. Quel genre de fonds? Infrastructure énergétique. C'est en pleine explosion en ce moment. Combien cela nécessite-t-il? Émilie a hésité. Le ticket d'entrée est élevé. Élevé comment? Elle a pris une inspiration. 650 000 euros. Je l'ai observé attentivement. Et tu l'envisages? C'est une opportunité, David. Pour qui? Pour nous. J'ai failli rire. Lucas gérerait l'investissement, a-t-elle continué rapidement. Les rendements pourraient tripler en 2 ans. Et le risque? Tout a un risque. Ces mots faisaient écho à quelque chose que Lucas avait dit des mois plus tôt. Au risque. À l'opportunité. Pour la première fois, j'ai vu exactement comment son influence avait fonctionné. Pas par la pression, mais par la persuasion. Une semaine plus tard, Victor a rappelé. « Vous n'allez pas aimer ça », a-t-il dit. « Essayez toujours. Je pense que Garnier prévoit de quitter le pays bientôt. » Pourquoi? Son réseau actuel à Bordeaux s'assèche. Ce qui signifie qu'il a collecté ce qu'il pouvait. Ma poitrine s'est serrée. Et Émilie? Elle est le plus gros transfert potentiel restant. Cette nuit-là, j'ai appelé le capitaine Rive à nouveau. Si l'argent bouge, ai-je dit, vous le saurez. La réponse de Rive a été simple. Bien. Mais il y a autre chose, ai-je ajouté. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il prévoit de quitter le pays. Cela nous aiderait réellement. Comment? Si Garnier transfère des fonds à l'international, cela déclenche un ensemble différent de systèmes de surveillance financière. Et s'il disparaît, alors nous demandons une coopération internationale. La manière calme dont il l'a dit rendait le tout étrangement procédural, comme la mise en place d'un échiquier. La conversation finale entre Émilie et moi a eu lieu 3 jours plus tard. Nous étions assis à la table de la cuisine à nouveau, le même endroit où elle m'avait dit plus tard qu'elle voulait divorcer. J'ai réfléchi à l'investissement, a-t-elle dit prudemment. J'ai hoché la tête. D'accord. Ses sourcils se sont légèrement levés. Tu ne vas pas discuter? Elle a étudié mon visage comme si elle essayait de lire quelque chose de caché. Je pensais que tu te battrais avec moi là-dessus. Quel en serait l'intérêt? Émilie s'est adossée à sa chaise. Lucas dit que des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. Je suis sûr qu'il le dit. Elle a souri faiblement. Tu prends ça très bien. J'ai haussé les épaules. Peut-être que j'apprends à prendre des risques. Cela la fait rire. Si seulement elle savait. Le transfert a eu lieu 2 semaines plus tard. Victor m'a appelé au moment où cela s'est produit. L'argent a bougé, a-t-il dit. Combien? 780 000 euros. Mon cœur a battu une fois. Fort. C'est la totalité du compte joint. Oui. Et Garnier, il l'a reçu. Où? Victor a expiré lentement. Un compte de holding offshore. J'ai hoché la tête pour moi-même. Exactement ce que Rive avait prédit.
Ce soir-là, Émilie a fait une valise. Elle s'est déplacée calmement dans la chambre, pliant des vêtements en piles soignées. Lucas et moi partons en voyage, a-t-elle dit. Où ça? Dubaï. Affaires ou vacances? Elle a eu un petit sourire. Les deux. Je l'ai regardé fermer la valise. Tu pars vraiment? Oui. Elle s'est arrêtée près de la porte. David, je pense que nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis un moment. J'ai hoché la tête lentement. Tu as probablement raison. Émilie a semblé presque soulagée. Je suis contente que nous puissions être adultes à ce sujet. Moi aussi. Elle a pris sa valise. Au revoir, David. Au revoir, Émilie. La porte d'entrée s'est fermée doucement derrière elle. Et juste comme ça, 18 ans de mariage sont sortis de ma maison. Je suis resté là dans le salon silencieux pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Rive. L'argent a bougé, ai-je dit. Bien, a-t-il répondu. Et il s'envole pour Dubaï demain. Il y a eu une brève pause sur la ligne. Puis Rive a parlé à nouveau, sa voix calme et concentrée. Parfait. Parce que dans des cas comme celui-ci, au moment où l'argent bouge, le piège commence enfin à se refermer. Le message est arrivé 2 jours après l'atterrissage d'Émilie à Dubaï, à 6h47 du matin à Bordeaux, ce qui signifiait qu'il était tard dans la matinée là-bas. Je connaissais le décalage horaire sans vérifier. Au cours des dernières semaines, j'en avais appris plus sur Dubaï que je ne l'aurais jamais imaginé, ses quartiers financiers, les hôtels de luxe dans lesquels les investisseurs aiment séjourner, même l'apparence de la ligne d'horizon au coucher du soleil depuis la marina. La préparation rend la patience plus facile. Mon téléphone a vibré une fois sur le comptoir de la cuisine. Je versais du café quand j'ai vu la notification. Une photo d'Émilie. Je me suis séché les mains lentement avant de l'ouvrir. La photo la montrait assise dans un salon extérieur surplombant la marina de Dubaï. Des gratte-ciel scintillaient derrière elle dans la lumière dorée. L'eau en contrebas reflétait des yachts dérivant dans le port comme des bijoux flottants. Émilie souriait. Pas le sourire calme dont je me souvenais de nos premières années. Celui-ci était plus brillant, triomphant. Lucas était assis à côté d'elle, un bras reposant sur le dossier de sa chaise. Sur la photo, il ressemblait exactement à ce qu'il était toujours, confiant, détendu, comme un homme qui croyait que le monde bougeait exactement selon ses plans. Sous l'image se trouvait un court message, « Regarde où nous sommes ». Un deuxième SMS a suivi quelques secondes plus tard. « Bonne chance, pauvre type ». J'ai fixé l'écran pendant un moment. Puis j'ai posé le téléphone à côté de mon café. Victor m'avait prévenu que cette partie pourrait arriver. Les escrocs adorent la fioriture finale. Une petite insulte, une petite humiliation, quelque chose qui les fait se sentir intelligents. Mais Lucas ne savait pas ce que Victor et Rive savaient. Et Émilie ne savait pas ce que j'avais déjà mis en mouvement. Pendant les 2 premières semaines, leur vie à Dubaï ressemblait exactement au fantasme qu'Émilie avait imaginé. Victor continuait de surveiller leurs comptes de médias sociaux. Il m'envoyait des mises à jour occasionnelles, pas de la surveillance, juste des publications publiques. Émilie et Lucas dans un restaurant sur un toit surplombant le Burj Khalifa. Émilie faisant du shopping dans l'immense Dubaï Mall. Émilie posant à côté d'un yacht blanc à la marina. Chaque photo racontait la même histoire, liberté, luxe, victoire. Victor a appelé un soir après la 3e semaine. Il s'installe, a-t-il dit. On dirait bien. Garnier a assisté à quelques événements de réseautage. Cela ne me surprend pas. Il est prudent, cependant. Ce qui veut dire? Il n'a pas encore bougé l'argent. Je me suis adossé à ma chaise de bureau. C'est intéressant. Victor a approuvé. Habituellement, les gars comme lui déplacent les fonds rapidement, mais il ne l'a pas fait. Pas encore. La véritable mise à jour est venue du capitaine Rive. Il a appelé tard un après-midi alors que je finissais de la paperasse au bureau. David, a-t-il dit, nous avons du mouvement. Financier? Oui. Garnier a essayé de transférer une partie des fonds. Vers où? Un compte de holding lié à une société écran à Chypre. Est-ce passé? Non. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi pas?
La voix de Rive portait la satisfaction calme de quelqu'un regardant un plan se dérouler exactement comme prévu. Parce que le compte est maintenant signalé. Déjà? Oui. Il y a eu une pause silencieuse sur la ligne. Puis Rive a continué, votre rapport nous a aidé à relier Garnier à 2 enquêtes plus anciennes. Paris et Genève. Exactement. Et maintenant, nous avons soumis une demande via Interpol. Je suis sorti du bureau et me suis appuyé contre la rampe surplombant le parking. Interpol, ai-je répété. Demande de notice rouge. Combien de temps cela prend-il? Cela varie. Des jours, parfois des semaines, parfois plus longtemps. La chaleur de l'Aquitaine pressait autour de moi alors que je regardais la rue calme. Et l'argent, ai-je demandé. Je l'ai. Tout. Chaque dollar que Garnier a essayé de déplacer. Cela signifiait qu'Émilie ne pouvait pas y toucher non plus. Rive devait savoir ce que je pensais. Elle est liée au transfert, a-t-il ajouté, ce qui signifie que son nom fait maintenant partie de l'enquête. J'ai fermé les yeux un instant. Va-t-elle être arrêtée? Pas immédiatement. Alors quoi? Plus probablement interrogée. Et le passeport, possiblement restreint. La réalité de cela s'est lentement mise en place. Émilie avait traversé la moitié du monde en croyant qu'elle s'échappait vers une nouvelle vie. Au lieu de cela, elle marchait au centre d'une enquête financière. Au cours du mois suivant, les photos sur les réseaux sociaux d'Émilie ont légèrement changé. Les premières publications avaient été bruyantes, verres de champagne, restaurants de luxe, croisières au coucher du soleil. Mais à la 5e semaine, les images sont devenues plus calmes. Moins de légendes, moins de selfies souriants. Victor l'a remarqué aussi. Il ne publie pas autant, m'a-t-il dit. Des problèmes, peut-être. Ou peut-être que Garnier est juste prudent. Ça se peut. Mais quelque chose dans la voix de Victor suggérait qu'il pensait le contraire. 6 semaines après le départ d'Émilie de Bordeaux, Rive a rappelé. Cette fois, son ton était plus tranchant. Interpol a approuvé la notice rouge. Je me suis redressé sur ma chaise. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous informons les autorités des Émirats arabes unis, et si Garnier essaie de voyager, ils l'arrêteront. Et s'il reste? Ils le trouveront quand même tôt ou tard. Rive a fait une pause. Les gens comme Garnier ne restent pas invisibles éternellement. 2 semaines plus tard, Victor m'a envoyé une autre capture d'écran. Celle-ci n'était pas une photo glamour. C'était une courte vidéo qu'Émilie avait publiée brièvement avant de la supprimer. Elle avait l'air différente, fatiguée. Derrière elle se trouvait une fenêtre de chambre d'hôtel surplombant la ville. On pouvait entendre faiblement la voix de Lucas Orchamps, se disputant avec quelqu'un au téléphone. Victor avait coupé l'audio. Je l'ai écouté 2 fois. Le transfert aurait dû être validé, disait Lucas. Une seconde voix répondait, trop étouffée pour comprendre. La réponse de Lucas était plus forte. Je me fiche de ce que dit la banque. Réglez ça. La vidéo se terminait brusquement. Le message de Victor en dessous était simple, quelque chose ne va pas. 3 jours plus tard, l'appel de Rive est finalement arrivé. David, a-t-il dit, nous avons peut-être notre moment. Que s'est-il passé? Garnier a réservé un vol au départ de Dubaï. Quand? Demain matin. Et Interpol est déjà informé. J'ai senti mon pouce accélérer légèrement. Donc, ils l'arrêteront à l'aéroport. C'est le scénario le plus probable. Et Émilie? Inconnue. Le silence s'est étendu entre nous pendant un moment. Puis Rive a ajouté doucement, peu importe comment cela se déroule, c'est sur le point de se terminer. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur mon porche arrière. Le ciel de Gironde était sombre et vaste au-dessus des arbres. Quelque part au loin, le tonnerre roulait lentement à travers l'horizon. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains semblaient légèrement instables. Pas de la peur, juste l'étrange réalisation que la pièce finale du plan était sur le point de se mettre en place. À des milliers de kilomètres de là, dans une ville construite sur le verre et l'ambition, Émilie et Lucas faisaient probablement leurs valises, préparant leur prochain mouvement. Ils croyaient toujours qu'ils s'échappaient. Ils n'avaient aucune idée. Le piège attendait déjà à l'aéroport. L'arrestation ne s'est pas passée comme les films le montrent.
Il n'y a pas eu de gyrophare, pas de cris dramatiques, pas d'officiers enfonçant des portes. Les vraies enquêtes ressemblent rarement à cela. Au lieu de cela, cela s'est passé tranquillement, exactement comme les professionnels le préfèrent. Il était tôt le matin à Dubaï lorsque Daniel Lucas Garnier est arrivé à l'aéroport. Victor a reconstruit plus tard la majeure partie de la chronologie à partir des informations que Rive a partagées avec lui. Garnier et Émilie séjournaient dans un appartement avec service près de la marina depuis près de 7 semaines. Selon les dossiers financiers, il avait passé la majeure partie de ce temps à essayer de déplacer l'argent par plusieurs canaux offshore. Aucun d'eux n'a fonctionné. Le compte avait été signalé. Chaque demande de transfert déclenchait une autre alerte. Au début, Garnier a probablement supposé qu'il s'agissait d'un retard bancaire temporaire. Mais après l'échec de plusieurs tentatives, la situation est probablement devenue claire. L'argent était gelé. Et quand l'argent gèle dans la finance internationale, cela signifie généralement que quelqu'un regarde. Le vol que Garnier a réservé devait partir juste après 9 h du matin. Destination, Chypre. De là, les enquêteurs soupçonnaient qu'il avait l'intention de se diriger vers l'Europe de l'Est, où l'extradition peut parfois devenir compliquée. Mais il n'a jamais passé le contrôle des passeports. Selon Rive, 2 officiers de la police de Dubaï l'ont approché tranquillement alors qu'il se tenait près des portes d'embarquement. Ils ne l'ont pas bousculé. Ils ne l'ont pas attrapé. Ils ont simplement posé une question. Monsieur Daniel Lucas Garnier? C'était suffisant. Parce que lorsque quelqu'un répond à un nom qu'il essaie de cacher, la conversation se termine généralement rapidement. Garnier a essayé de rester calme, du moins au début. Il a demandé s'il y avait une sorte d'erreur. Les officiers l'ont informé qu'une notice internationale avait été émise et qu'il devait les accompagner pour un interrogatoire. Garnier n'a pas résisté. Les hommes comme lui ne le font presque jamais. Ils savent que la résistance ne fait qu'aggraver les choses. Émilie n'était pas avec lui quand c'est arrivé. Cette partie a surpris tout le monde. Elle était restée à l'appartement. Rive soupçonnait qu'ils s'étaient disputés plus tôt ce matin-là. L'argent gelé avait déjà commencé à causer des problèmes entre eux. Et les escrocs restent rarement charmants une fois que leur plan commence à s'effondrer. 2 heures après l'arrestation de Garnier, Émilie a reçu un appel. Pas de Lucas. D'un agent de conformité financière lié au compte signalé. Victor a expliqué plus tard comment se déroulent généralement ces conversations, polies, professionnelles et profondément troublantes. L'agent l'a simplement informé qu'un transfert important associé à son nom avait déclenché une enquête financière internationale. On lui a demandé de se présenter pour un interrogatoire. Son passeport devrait être examiné et tant que la situation ne serait pas clarifiée, les fonds liés au transfert resteraient gelés. Victor a imaginé le moment où Émilie a réalisé ce que cela signifiait parce qu'à ce moment-là, Lucas n'était toujours pas rentré à l'appartement, son téléphone était éteint et le compte bancaire contenant plus de 780 000 € était soudainement intouchable. Je n'ai rien entendu de tout cela avant tard ce soir-là à Bordeaux. Rive a appelé juste après le coucher du soleil. Garnier est en garde à vue, a-t-il dit. Je me suis adossé lentement à ma chaise. À l'aéroport? Oui. Savait-il pourquoi? Il le sait maintenant. J'ai hoché la tête tranquillement. Et Émilie? Elle n'a pas été arrêtée. Juste interrogée. Correct. Rive a fait une pause avant de continuer. Son passeport a été temporairement restreint, ce qui signifie qu'elle ne peut pas quitter le pays. Du moins pas tant que les enquêteurs n'auront pas terminé leur examen. Et l'argent, ai-je demandé. Toujours gelé. Pour combien de temps? Cela dépend de l'affaire, a répondu Rive. Mais si cela devient une preuve dans une enquête pour fraude financière, cela pourrait rester bloqué pendant des années. Exactement. Après avoir raccroché, je suis resté assis tranquillement dans le salon pendant un long moment. La maison semblait paisible, pas vide comme elle l'avait été la nuit où Émilie était partie. Juste calme. Un chapitre qui se ferme. 3 jours plus tard, Victor m'a transféré quelque chose d'inattendu, une capture d'écran d'un message qu'Émilie lui avait envoyé via les réseaux sociaux. Elle ne savait pas qu'il travaillait avec moi. Elle savait seulement qu'il était quelqu'un qui avait autrefois photographié un événement professionnel auquel Lucas avait assisté des mois plus tôt. Son message était court, « Avez-vous eu des nouvelles de Lucas ?» Victor a répondu prudemment, « Non. » Pourquoi?
Quelques minutes plus tard, elle a envoyé un autre message, quelque chose ne va vraiment pas. Victor n'a pas répondu, mais il m'a transféré l'échange. En dessous, il a écrit, elle ne sait pas encore. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Je savais déjà qui c'était avant de répondre. Allô. Pendant un moment, il n'y a eu que du silence sur la ligne. Puis Émilie a parlé. Sa voix semblait plus petite que dans mes souvenirs. David. Oui. Une autre pause. Il s'est passé quelque chose, a-t-elle dit doucement. Je me suis adossé à la chaise et j'ai fixé la fenêtre sombre de l'autre côté de la pièce. J'ai entendu dire. Sa respiration est devenue inégale. Lucas, il est parti. Je sais. Ils l'ont emmené. Je sais ça aussi. Un autre silence. Plus long cette fois. Finalement, elle a chuchoté, je pense que j'ai commis une terrible erreur. C'était là. Le moment que les gens imaginent quand ils parlent de vengeance. Les excuses, le regret, la réalisation. Mais la chose étrange était que je ne ressentais pas la satisfaction que j'attendais. Juste un sentiment calme de distance, comme regarder la scène finale d'un film que vous connaissez déjà par cœur. David, a-t-elle dit doucement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fermé les yeux un instant. 18 ans ensemble. Des milliers de souvenirs partagés. Et maintenant cette conversation entre deux personnes qui se reconnaissaient à peine. Tu devrais parler à un avocat, ai-je dit. C'est tout? Émilie, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Sa voix s'est légèrement brisée. Je pensais que tu pourrais m'aider. J'ai considéré cela un instant. Puis je lui ai donné la réponse la plus honnête possible. Je l'ai déjà fait. Parce que la vérité était que tout ce qui s'était passé à Dubaï avait commencé des mois plus tôt avec un appel téléphonique discret, un détective privé et un plan qui ne fonctionnait que parce qu'Émilie croyait qu'elle avait déjà gagné. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Parce que le moment le plus difficile pour Émilie Chartier attendait encore. 3 jours plus tard, le message est finalement arrivé. J'étais assis dans mon bureau calme surplombant la marina quand mon téléphone a vibré contre le bureau en bois. Numéro inconnu. Code pays de Dubaï. Pendant un long moment, j'ai simplement fixé l'écran. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur l'eau dehors. Des bateaux dérivant paresseusement dans le port comme si rien au monde n'avait changé. Mais tout avait changé. J'ai ouvert le message. Daniel, nous devons parler. J'ai souri faiblement. Pas de « pauvre type », pas d'insulte, juste du désespoir. J'ai tapé lentement, j'écoute. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, son message est arrivé. Quelque chose ne va pas. Les comptes, ils sont gelés. Le paiement de l'appartement a échoué. Lucas dit que les avocats ici posent des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé l'eau. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment, non par haine, mais par nécessité. J'ai tapé une ligne, j'ai protégé ce qui était à moi. La bulle de saisie est revenue instantanément. Tu as tout gâché. Je pouvais presque entendre sa voix tranchante, en colère, paniquée. Lucas dit que l'argent a disparu. Où est-il? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La marina sentait le sel et le carburant diesel. Une mouette a crié quelque part au-dessus. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine semblait légère. J'ai répondu, l'argent n'a pas disparu. Une autre pause. Alors où est-il? Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Puis j'ai écrit la vérité qu'elle n'avait jamais pris la peine de découvrir. Il n'a jamais été à toi pour que tu le prennes. 1 minute entière s'est écoulée. Puis son appel est arrivé. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai répondu. Sa voix a explosé à travers le haut-parleur. Daniel, qu'est-ce qui se passe bon sang? Panique. Pure panique. Je me suis rassis calmement. Tu as dit que je n'étais rien sans toi, ai-je dit doucement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, ai-je dit. Tu avais l'air assez sûr. Elle a expiré brusquement.
Écoute, je me fiche de ça pour l'instant. Les banques ont tout gelé. Lucas dit que quelqu'un a déposé des alertes pour fraude. M'as-tu signalé? Non. Alors qu'il a fait? J'ai fait une pause. Le système. Silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, ai-je dit lentement, que lorsque quelqu'un transfère de grosses sommes d'argent liées à une fiducie d'investissement, certaines garanties s'activent. Sa respiration s'est accélérée. Quelle fiducie? Et c'était là. La question qu'elle aurait dû poser il y a des mois. Celle que tu n'as jamais remarquée. Une autre pause. Daniel, arrête de parler par énigme. Te souviens-tu, ai-je demandé calmement, des documents que tu as signés l'année dernière? Quels documents? Ceux dont tu as dit qu'ils étaient des trucs juridiques ennuyeux. Son silence m'a dit qu'elle s'en souvenait, mais à peine. Ils ont créé une fiducie, ai-je continué, qui détient chaque actif majeur que je possède. Tu mens. Non. Je me suis adossé à ma chaise. La maison, les investissements, les entreprises, les comptes. Un temps. Aucun d'eux ne m'appartient directement désormais. Sa voix s'est brisée. Alors qui les possède? La fiducie. Et qui la contrôle? J'ai laissé le silence planer juste assez longtemps. Pas toi. Elle a aspiré une bouffée d'air. Daniel, si tu essaies de me faire peur. Je ne te fais pas peur. J'ai regardé à nouveau à travers la marina. J'explique la réalité. Sa voix est tombée dans un murmure. Lucas a dit que les avocats ici pensent que le transfert pourrait être illégal. Il l'est. Quoi? Parce que tu as déplacé des fonds qui n'étaient pas légalement à toi. Tu es ma femme. J'étais, ai-je corrigé. Sa respiration est devenue saccadée. Tu m'as piégé. Non, ai-je dit doucement. Je me suis préparé pour le jour où tu essaierais ça. Un autre long silence a rempli l'appel. Puis elle a chuchoté quelque chose d'inattendu. Daniel, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux brièvement. C'était là. Le mot qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. J'ai juste besoin que les comptes soient débloqués, a-t-elle dit rapidement. On peut arranger ça. Je reviendrai. On peut parler. J'ai failli rire. Tu as déjà parlé. Ton SMS. Silence. Puis je le lui ai relu. Bonne chance, pauvre type. Sa voix tremblait. Je ne le pensais pas comme ça. Mais tu l'as fait. Daniel, écoute-moi. Lucas dit que si cela se transforme en affaire de fraude, alors peut-être qu'il devrait appeler son avocat. Daniel. Sa voix se brisait maintenant. Une vraie peur. Tu peux arrêter ça, a-t-elle dit. Tu as juste à dire aux banques que tout était autorisé. L'était-ce? Elle n'a rien dit. Et c'était la réponse. J'ai parlé lentement. L'enquête déterminera cela. Tu es en train de me détruire. Non, ai-je répondu calmement. Tu t'es détruite toi-même. Sa respiration est devenue plus forte. Lucas dit que nous avons besoin d'accéder au fonds immédiatement. Lucas semble très confiant pour quelqu'un qui ne comprend pas comment fonctionne le droit des fiducies. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, ai-je dit doucement, qu'il a choisi le mauvais homme à voler. Un autre long silence. Puis elle a chuchoté la question que j'attendais. Daniel, le savais-tu? Oui. Depuis combien de temps? J'ai fixé le port à nouveau. Le soleil avait commencé à plonger vers l'horizon. Assez longtemps. Sa voix s'est brisée. Tu m'as laissé partir. Oui. Tu m'as regardé partir. Oui. Pourquoi? J'y ai pensé un instant. Puis j'ai répondu honnêtement. Parce que parfois, la seule façon de voir le véritable caractère de quelqu'un, j'ai fait une pause, est de lui donner la chance de te trahir. Elle a commencé à pleurer doucement à l'autre bout du fil, mais je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de vengeance, juste du calme. Finalement, j'ai dit les mots qui ont tout terminé. Les avocats te contacteront.
Daniel, attends. J'ai raccroché. Le téléphone est devenu silencieux. Dehors, le soleil glissait plus bas sur l'eau, rendant le port doré. Pour la première fois depuis qu'elle était sortie de ma vie, je me sentais libre. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Parce que ce qui s'est passé ensuite était quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. 2 semaines se sont écoulées après cet appel téléphonique. 2 semaines calmes, paisibles. Pour la première fois depuis des années, ma vie semblait étrangement calme. La maison était silencieuse. Les matins étaient lents. Je pouvais m'asseoir avec une tasse de café sur le porche arrière et regarder le lever du soleil sans entendre la voix d'Émilie se plaindre de quelque chose, critiquer quelque chose, exiger quelque chose. La paix est une chose étrange quand on a vécu dans le chaos trop longtemps. Au début, cela semble presque inconnu, mais finalement cela devient la chose la plus précieuse au monde. L'enquête a avancé plus vite que je ne l'espérais. Apparemment, transférer des millions de dollars d'un compte de fiducie vers une juridiction étrangère a tendance à attirer l'attention de plus que le simple département des fraudes d'une banque. Des avocats se sont impliqués, des régulateurs se sont impliqués, et finalement, les autorités de Dubaï se sont impliquées. Je n'ai pas suivi chaque détail. Je n'en avais pas besoin. Mon avocat a géré la majeure partie. Mais un après-midi, environ 14 jours après l'appel désespéré d'Émilie, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un numéro inconnu. C'était mon avocat. Daniel, a-t-il dit calmement. J'ai pensé que vous devriez entendre cela directement de moi. Je me suis adossé à ma chaise. J'écoute. Ils ont été détenus. Les mots ont flotté dans l'air. Tous les deux? Oui. J'ai hoché la tête lentement, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Quelles sont les charges? Pour l'instant, mauvaise conduite financière et suspicion de fraude impliquant des transferts internationaux. Les autorités examinent toujours la documentation liée à la fiducie et à l'argent. Et l'argent? Récupéré, a-t-il dit. Presque tout. J'ai fermé les yeux un instant. Pas de soulagement, juste une conclusion. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Cela dépend de l'agressivité avec laquelle ils poursuivront l'affaire, mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il a fait une pause, cela pourrait devenir très sérieux pour eux. Je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai dit quelque chose qui m'a surpris moi-même. Je ne veux pas de vengeance. Je sais, a répondu mon avocat. C'est pourquoi nous avons tout structuré de la manière dont nous l'avons fait. Parce que la vengeance n'avait jamais été le but. La protection l'était. La préparation l'était. Et peut-être, la vérité. Après avoir raccroché, je me suis assis seul dans le bureau calme à nouveau. La marina dehors ressemblait à ce qu'elle avait toujours été. Des bateaux dérivant, de l'eau bougeant lentement, la vie continuant. Et pour la première fois, j'ai repensé au début, au jour où j'ai rencontré Émilie. Elle avait été charmante, belle, confiante, le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et devenir immédiatement le centre d'attention. Et pendant un moment, j'ai cru chaque sourire, chaque promesse, chaque « je t'aime ». Mais l'amour sans respect n'est que manipulation portant un beau masque. Et finalement, le masque tombe toujours. La vérité est que je n'ai pas tendu un piège à ma femme. Je me suis simplement préparé à la possibilité qu'un jour elle puisse devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un capable de trahison. Et quand ce jour est arrivé, je me suis assuré que j'y survivrais. C'est la partie que les gens comprennent rarement. Ils pensent que la force consiste à riposter, à détruire l'autre personne. Mais la vraie force est plus calme que cela. La vraie force est la préparation. C'est la patience. C'est s'éloigner avec sa dignité encore intacte. Quelques jours après cet appel avec mon avocat, j'ai reçu un dernier message. Cette fois, il est arrivé par mon avocat, une courte lettre d'Émilie. Ce n'était que 3 phrases. Daniel. Je n'ai jamais pensé que ça finirait comme ça. Je suis désolé. J'ai lu les mots une fois, puis j'ai plié la lettre et les replacés dans l'enveloppe. Certaines excuses arrivent trop tard. Non pas parce que le pardon est impossible, mais parce que les dégâts sont déjà faits. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Une semaine plus tard, j'ai vendu la maison. Pas parce que je le devais, mais parce qu'elle ne ressemblait plus à un foyer. Trop de souvenirs,
trop d'écho d'une vie qui n'existait plus. Au lieu de cela, j'ai acheté un petit endroit près de l'eau. Simple, calme, le genre d'endroit où personne ne se souciait des comptes bancaires ou du statut ou des apparences. Juste des couchers de soleil et des matins calmes. Parfois, je m'assois sur le quai le soir et je pense à quel point j'ai failli tout perdre. Mon argent, ma maison, ma tranquillité d'esprit. Mais à la fin, la chose qu'Émilie a essayé de me prendre était la seule chose qu'elle n'a jamais comprise, le contrôle. Pas sur elle, pas sur Lucas, mais sur ma propre vie. Et c'est quelque chose que personne ne peut vous voler à moins que vous ne le donniez. Donc, si vous écoutez cette histoire en ce moment, peut-être qu'il y a quelque chose dedans pour vous aussi. Peut-être que quelqu'un dans votre vie vous a dit un jour que vous n'étiez rien sans lui. Peut-être que quelqu'un a essayé de vous briser, de prendre tout ce que vous aviez, de vous faire croire que vous ne pouviez pas survivre sans lui. Mais voici la vérité, parfois, les gens qui pensent partir avec tout marchent en fait droit vers les conséquences de leur propre choix. Et parfois, la personne qu'ils ont laissée derrière n'était jamais la plus faible après tout.